Je suis Marie-Christine Jeannenot-Guettet et je suis psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste. J'ai travaillé longtemps dans un CMPP à Grenoble, je suis de Grenoble, là je suis à la retraite, et on m'a demandé de traiter de la représentation du corps chez les enfants. En fait, je vais plutôt vous parler de l'image du corps chez les enfants et de la construction de cette image du corps. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur les photos de dessins d'enfants à qui j'ai demandé de se dessiner leur famille. Les psychanalystes d'enfants ont vite réalisé la grande valeur symbolique des dessins que faisaient les enfants. Quelque chose se représente de la façon dont ils voient leur corps. Je dirais même que le dessin symbolise l'image du corps à un moment donné. Voilà. Et tous les auteurs reconnaissent que le premier à employer le terme d'image du corps, en fait, est un psychiatre psychanalyste autrichien qui s'appelle Paul Schilder, dont vous avez les coordonnées, enfin le livre dans lequel il parle de cela, qui a été publié seulement à Londres en 1935. Et puis que c'est aussi la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto qui a permis une définition plus précise de cette notion en différenciant le schéma corporel de l'image du corps. Le schéma corporel, pour vous résumer, c'est la représentation plus ou moins consciente du corps et sa position dans l'espace. Alors, il résulte d'une intégration d'informations sensorielles multiples, à la fois du monde extérieur, avec la vision, l'audition, le toucher, et à la fois du monde interne, qu'on appelle des informations proprioceptives. Le schéma corporel est à la fois inné et acquis. Mais le schéma corporel ne suffit pas à comprendre la représentation que nous avons de notre corps. Le concept d'image du corps permet de comprendre comment notre schéma corporel est modulé par notre histoire personnelle, par la manière dont les autres nous voient, est modelé par la culture et les représentations sociales. On l'a bien vu lors du précédent exposé. L'image du corps décrit donc une combinaison de pensées, de sentiments que nous avons à propos de notre corps et la façon dont nous nous voyons et dont nous voyons nos expériences, nos attitudes et notre apparence. Les processus neurologiques, perceptifs, moteurs, cognitifs entrent en interaction avec des processus affectifs et relationnels. Le concept d'image du corps permet donc de réunir ces différents et complexes processus. Et cette définition permet alors de dire que l'image du corps participe à l'édification du sujet et détermine la possibilité d'un sentiment de soi dans un corps. C'est à partir du corps que se construit l'identité du sujet. C'est à partir du corps que se construit l'identité du sujet en relation avec les autres. Elle nous permet d'être en relation avec les autres. Alors on peut dire, un terme psychanalytique, qu'elle est le support du narcissisme, c'est-à-dire qu'elle participe ou elle entrave le sentiment de compétence et le sentiment d'estime de soi. Narcissisme, ça veut dire aussi qu'elle est retour sur soi-même, c'est-à-dire qu'elle participe à la conscience de soi. Mais paradoxalement, si elle participe à la conscience de soi, elle est éminemment inconsciente et elle est propre à chacun de nous. Pour finir, je dirais qu'elle est en perpétuel remaniement. Cette image que nous avons du corps est toujours en train de se transformer et dans la relation à l'autre. Donc, voyez. Alors, pour décrire en quelques minutes comment le bébé, puis l'enfant et l'adolescent acquièrent une image du corps qui lui permet de se sentir exister, de se sentir cohérent, d'entrer en relation avec les autres, je vais vous proposer quelques idées, un peu comme si je vous montrais quelques photos, quelques instantanés de ce long et complexe parcours de l'enfance. D'abord le fœtus. Le fœtus a-t-il une image du corps ? C'est bien sûr très difficile à estimer. Ce qui est sûr, c'est que l'observation
en échographie nous a permis de découvrir que les fœtus avaient des compétences qu'on ignorait. Par exemple, on a repéré que le toucher est un organe sensoriel déjà très actif à l'état fœtal et qu'il permet probablement déjà un début d'intériorité et de différenciation. Là, je vous renvoie aux travaux de Régine Prat. Et nous pouvons affirmer avec elle que les processus psychiques en jeu dans la construction de l'image de soi commencent bien avant la naissance. Alors, à sa naissance, le bébé, vous le savez, c'est le seul mammifère à naître aussi prématurément. Il naît dans un état de totale impuissance, il a besoin de soins permanents d'un autre, le plus souvent c'est la mère ou le père, pour assurer sa survie. On peut ainsi comprendre l'importance de l'environnement, l'importance des premiers échanges, des premières interactions dans la construction de son image du corps. Les sages-femmes, d'ailleurs, les médecins obstétriciens et pédiatres qui sont dans la salle, pourront vous parler des grands efforts déployés ces dernières années pour accorder une attention particulière à ces premiers échanges, par exemple la mise en place dans les maternités du pot à pot mère-bébé ou père-bébé dès la naissance. Le bébé est porté, il est câliné, il est nourri, il est changé, il est bercé. Il est aussi entouré de langage, on le touche, on lui parle, et ces soins vont dessiner un contour à son corps qui vont progressivement lui permettre de distinguer ce qui est de son corps et ce qui est celui du corps de l'autre. Alors il y a un autre psychanalyste dont j'ai parlé, oui, vous voyez, je l'ai peut-être pas mis, ben, ça fait rien, c'est Didier Anzieux qui a parlé du moi-peau. Pour parler de cette espèce d'enveloppe psychique, on a une enveloppe corporelle, mais on a aussi une enveloppe psychique que nous créons autour de nous et qui nous permet d'avoir le sentiment d'exister. Alors, j'en viens au premier dessin d'enfant, qui est un enfant qui a dessiné ce dessin, donc il doit avoir 3 ans et demi. Vous voyez, c'est le classique bonhomme tétard. Il y a un rond, puis à partir du rond, enfin, il y en a même 2, mais à partir d'une sorte de contenant, il dessine des bras, des jambes, et on voit bien comment l'enveloppe, c'est ce qui est la première construction que l'enfant peut se faire de son corps, une enveloppe. Vous voyez comme le nombril est aussi très souvent dessiné à cet âge-là. Un autre dessin, alors d'une enfant de 4 ans, vous voyez, c'est plus un bonhomme tétard, là il y a 2, il y a vraiment la tête et le corps, toujours le nombril, et puis entre les jambes, quelque chose qui descend doucement, voilà, peut-être une représentation de son sexe. Alors, bien sûr, notre corps présente des orifices. Alors, comment le bébé, puis l'enfant, se représentent ces passages entre le dedans et le dehors? À la bouche, lieu de plaisir et de satisfaction, l'anus, le méa urinaire, 2 orifices dont il va acquérir progressivement la maîtrise des ouvertures et des fermetures. Alors c'est vers 2-3 ans que l'enfant commence à essayer de comprendre le monde des adultes. Il est très intéressé par son sexe, il élabore toutes sortes de théories sexuelles infantiles sur la différence entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, et il essaye de situer l'image de son corps dans ses différences et dans ses ressemblances. Alors là, on voit bien comment la dimension sociale est extrêmement importante. Mais revenons en arrière. Alors, alors j'ai rien pour ça. Voilà. En revenant en arrière, est-ce que vous avez fait l'expérience de porter un bébé devant un miroir? Dans les premiers mois, il va regarder le miroir comme il regarde un autre. Et puis généralement, vers 18 mois, il arrive un moment où le bébé se reconnaît dans le miroir. Il se voit dans le miroir. L'organisation de son système pyramidal n'est pourtant pas encore achevée, dans le sens où il est parfois incapable de marcher encore, mais l'enfant alors anticipe son unité corporelle qui lui fait pourtant objectivement défaut. Il s'agit d'un processus psychique vraiment fondamental dans la construction du sujet et de l'image du corps. L'enfant s'identifie à la personne qu'il porte et cette découverte est jubilatoire. Je ne sais pas si vous avez porté déjà un bébé devant un miroir, mais en général ça le fait beaucoup rire. Et nous notons combien la dimension de plaisir est vraiment fondamentale pour grandir. Alors l'enfant peut se voir lui-même dans les yeux de ses parents. On peut dire, quand je regarde, on me voit, donc j'existe. Alors je peux me permettre de regarder et de voir, et je peux me permettre de me regarder et de me voir. Et il faut bien comprendre que le regard des parents est élargi, bien sûr, aux autres sens que la vision. Élargi au toucher, aux paroles qui seront dites à l'enfant, qui lui permettent d'acquérir le sentiment d'exister dans son corps. L'enfant se voit dans les yeux, dans les gestes, dans les paroles de ses proches. Et le miroir, là, est pris au sens figuré.
Cela permet de comprendre aussi comment des enfants malvoyants ont une image du corps qui sera portée par d'autres sens que le visuel. Cependant, à chaque étape de la construction du corps, l'enfant doit abandonner quelque chose. On peut dire que le pas est franchi, alors par un terme encore psychanalytique, ça serait la castration, je dis ce terme. La castration est portée par le constat, bien sûr, de son impuissance et de sa finitude. Mais elle est aussi portée par les paroles adressées à l'enfant et par les interdits. Et là, l'enfant est introduit dans la symbolisation. On peut dire que c'est la clé de l'humanisation. À la naissance, et aujourd'hui bien avant la naissance, par exemple, lorsque l'échographiste, la sage-femme ou l'obstétricien énonce le classique « c'est une fille », je vais parler des filles puisque nous sommes dans un colloque sur l'image des femmes, ce n'est pas un simple constat, mais c'est un acte de langage, le premier d'une longue série d'actes de langage qui vont constituer le sujet. Freud avait déjà bien compris qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient. Pourtant, lorsqu'il est énoncé « c'est une fille », il faut entendre aussi, ce n'est pas un garçon. De la même façon, si c'est un garçon, ce n'est pas une fille. Voilà le début d'une longue série de castrations. On n'est pas tout, mais on n'est pas rien non plus. Alors, les parents donnent un nom et un prénom à leur enfant qu'ils inscrivent dans une filiation. Alors aujourd'hui, nous assistons à une grande révolution puisque certains parents prennent le parti de laisser ouvert la question. C'est ni il, ni elle, mais yel. C'est à l'enfant de se déterminer plus tard, ou pas, déterminer son genre. Pourquoi pas, j'allais dire. La castration, cependant, elle ne porte pas que là-dessus. Elle concerne bien sûr d'autres registres. Tu es notre enfant, donc tu n'es pas l'enfant d'un autre, tu n'es pas le parent, tu n'as pas le droit de te marier avec ton père et ta mère, etc. Dans le cas le plus fréquent, nous pouvons mesurer. C'est pour ça que ça fait écho à ce qui vient d'être dit, mais nous pouvons mesurer qu'accepter les paroles des parents « tu es notre fille, tu nous ressembles » ont un formidable effet symboligène et font entrer l'enfant dans une famille, dans une génération, dans une communauté sociale. Les attentes, les projections des parents, les transmissions dont l'enfant est l'héritier sont autant ce qui le fait exister que ce qui l'aliène. Je pense que ça, c'est très important pour notre colloque. Qu'est-ce qu'on accepte comme aliénation mais si on refuse tout, comment on existe? Et cela s'inscrit, tout ça s'inscrit dans l'image du corps. Alors voilà le portrait d'un enfant de 8 ans. Je lui ai demandé de se dessiner. Il dessine, comme ça il se dessine, puis il n'est pas très content. Il n'est pas très content de son dessin. Alors il m'en dessine un autre. Voilà. Donc il se dessine en dresseur de Pokémon. Il se dessine de dos, là. Vous voyez, alors, il y a toute une action. Voilà, c'est le dresseur de Pokémon. Et puis, finalement, il est assez content de son dessin, mais il dessine autre chose. Il dessine un félin. Et il semble, je vous propose que ce dessin de félin, c'est peut-être ce dessin de félin qui est au plus près de l'image du corps, de son image du corps à ce moment précis. Et puis voilà l'autoportrait d'une petite fille de 7 ans. Regardez comme elle est jolie. Vous voyez la beauté. On a envie d'être belle, les petites filles de 7 ans. Elle se dessine en princesse. La couronne sur la tête ne fait pas de doute. Alors ces deux dessins illustrent bien l'idée que l'image du corps est un contenant fantasmatique fondamental du sujet. C'est-à-dire que les enfants ont une immense aisance et une capacité à nous faire partager leur univers fantasmatique, mais qu'ils inscrivent dans l'image de leur corps. Ces dessins montrent aussi combien l'image du corps est ancrée dans la dimension sociale et culturelle des familles dans lesquelles ils vivent. C'est ce qu'on disait précédemment. Alors ici, c'est famille occidentale, classe moyenne voire supérieure. Il est évident que j'aurais demandé à d'autres populations d'enfants, ils n'auraient peut-être pas tout à fait dessiné la même chose. Aujourd'hui, les médias, les écrans, les idéaux sociaux jouent un grand rôle dans ces transmissions. Mais s'identifier à une héroïne, à un héros, permet de se sentir plus fort. Mais le risque est grand aussi que cette confiance ne s'effondre face à la dure réalité de la vie et de l'apprentissage. Tout l'enjeu est d'accepter sa condition d'enfant, encore une castration, sans se sortir dévalorisé. Il s'agit d'arriver à constituer une image d'un corps valable et estimable. Donc je le répète, l'image du corps participe à la création du narcissisme.
Dans les 2 premiers dessins que je vous avais montrés, les bonhommes têtards, il y avait des indices de la nudité du corps. On voyait un ombilic, un sexe. Là, il y en a un autre, c'est des bonhommes un peu têtards. C'est une famille, vous voyez, la maman est au milieu, et puis le petit est sur le côté. Alors, il a utilisé des yeux tout faits, quoi. Voilà. Mais là, les nombrils sont énormes. Alors, mais vous voyez que dans les dessins d'enfants d'âge scolaire, les corps sont habillés. Très rare que les enfants de cet âge-là vous dessinent des enfants nus. Freud avait repéré cette période de latence entre 6 ans et la puberté. L'enfant ressent de la pudeur. Il fait l'expérience intime, il fait l'expérience d'un espace intime qu'il peut taire ou dissimuler aux autres. L'image du corps relève aussi de l'intimité. Et cet enfant, alors je vous donne un autre dessin. Donc cet enfant, je lui dis de se dessiner, ben voilà ce qu'il me dessine, une maison. Donc je me dis peut-être que cette maison, c'est le gardien de son intimité et de son intériorité. Puis ce garçon de 8 ans m'a demandé s'il pouvait dessiner l'intérieur de son corps. Comment est-on fait à l'intérieur? Comment tient-on debout? À cet âge, 8 ans, le désir de savoir, ce qu'on appelle la pulsion épistémophilique, vient prendre la place des interrogations sur la sexualité. En fait, elles ne disparaissent pas, les interrogations sur la sexualité, mais elles sont un peu moins dites. Alors, attendez, là, il n'y a plus rien. Voilà. Et si je passe... Bon, on va rester comme ça. À l'adolescence, alors je passe vite à l'adolescence, les corps changent. Comment l'adolescente peut-elle se reconnaître dans ce corps en pleine transformation, avec à l'intérieur des désirs qui émergent sans beaucoup trop de contrôle, et à l'extérieur un regard de l'entourage qui se transforme? Comment faire sien ce corps nouveau? Comment ne pas le vivre comme un corps étranger? Et c'est bien le drame des jeunes dits transgenres qui vivent leur corps comme étrangers à eux-mêmes. Alors, une des voies est offerte par les parents, par les adultes qui entourent l'enfant, mais aussi par les pères et par les médias aujourd'hui, c'est d'offrir des figures auxquelles s'identifier. Mais je pense quand même qu'un des enjeux majeurs de l'adolescence, c'est d'arriver à se séparer des parents. Et dans ce processus de séparation, l'image du corps est sollicitée. Il s'agit non seulement d'abandonner son corps d'enfant pour un corps de femme ou un corps d'adulte, d'homme, je vais dire d'adulte, vous voyez, mon inconscient parle, les hommes plus adultes que les femmes. Il s'agit aussi d'avoir un corps pour soi tout seul. Un corps pour soi tout seul. Telle cette jeune femme qui formule ainsi sa souffrance, qui l'a conduite dans mon cabinet, suite à une rupture avec son compagnon. On m'a arraché un bras. Dans certaines conjonctures, certaines petites filles, certaines femmes, mais aussi des garçons, ne peuvent se séparer psychiquement du corps de la mère. Tout se passe comme si mère et fille avaient un corps pour deux. Se séparer revient alors à perdre une part de soi. Avec cette jeune femme, nous avons pu reconstruire comment elle avait souffert lors de la séparation d'avec sa mère, lorsqu'elle était petite, pour aller chez le père, dont la mère était séparée. Et il nous a fallu de longues années pour qu'elle élabore une image du corps séparée de ses objets, qu'elle puisse arrêter son analyse sans craindre soit que je lui arrache un bras, soit qu'elle m'arrache un bras. Alors, en conclusion, je crois qu'il y a... J'espère avoir pu vous transmettre combien le concept d'image du corps est une notion qui permet de rendre compte de la complexité de la représentation que nous nous faisons de notre corps. Pour notre colloque, qui concerne l'image du corps des femmes, il est important de rappeler que l'image de notre corps garde les traces plus ou moins conscientes de l'image du corps que nous avons construite au cours de notre enfance et de notre adolescence. Alors voici 2 dessins de famille de 2 filles aînées. La première, ça c'est la deuxième. L'avant, voilà. Vous voyez, elle est plus jeune, celle-ci, elle a 6 ans. Elle a dessiné ses parents. Ses 2 parents, elle et sa petite sœur. D'ailleurs, entre les jambes, elle a mis quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est, mais bon. Et puis, la deuxième, si vous voulez. La deuxième, donc, c'est une petite fille de 8 ans et demi qui a dessiné ses parents, elle, son petit frère, sa petite sœur qui a quelques mois, mais qui est debout comme les autres. Voyez, alors dans ces 2 dessins, je vous les ai montrés parce que vous voyez comme les yeux sont grands ouverts. Alors je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont fait des aussi grands yeux ouverts? Je me suis dit, peut-être que comme ces dessins vous sont adressés, peut-être qu'ils ont des yeux grands ouverts sur le colloque qui parle du corps des femmes.
Et puis pour finir, un cadeau. Alors voilà, peut-être. Voilà. Donc c'est une petite fille qui a voulu dessiner la femme. Vous voyez, la femme. Alors vous voyez, elle est belle, elle est maquillée, elle est blonde. Il y a tous les critères de la femme d'aujourd'hui. Voilà, je reste là.